Le film vidéo que vous allez voir aujourd'hui poursuit deux objectifs complémentaires. Le premier objectif, c'est de vous introduire à la phytothérapie, vous expliquer comment cette phytothérapie existe et comment il faut s'en servir. Et la deuxième partie est remplie de conseils pratiques qui doivent faire de vous des praticiens habiles et capables, dans les situations courantes de la médecine quotidienne, de résoudre les problèmes sans faire appel à des thérapeutiques iatrogènes. La phytothérapie n'est plus maintenant une médecine des tisanes. Elle a évolué et elle le doit à trois facteurs qui sont complémentaires. Le premier facteur, c'est que des laboratoires pharmaceutiques se sont intéressés à la phytothérapie et ont mis en route des expérimentations de plus en plus solides, à la fois en faculté de pharmacie, en médecine humaine et en faculté de médecine. La deuxième, c'est que les formes de présentation de la phytothérapie sont suffisamment fiables actuellement pour que nous sachions que quand nous prescrivons soit un extrait fluide, je vous en parlerai tout à l'heure, soit une poudre, soit un nébulisa, les quantités de principes actifs sont égales d'une région de France à l'autre et nous savons alors à ce moment-là ce que nous donnons à nos patients et l'effet que nous devons en attendre. Troisièmement, il y a une pression bien compréhensible de la population, c'est-à-dire de tous ceux qui ont besoin d'être soignés et qui savent, parce que l'expérience leur a appris, ainsi que la tradition, qu'il est quand même préférable, toutes les fois que cela est possible, d'être soigné par des plantes plutôt que par des médicaments dont on ne sait pas très bien s'ils n'auront pas des effets complémentaires un petit peu toxiques. Il faut dire que la phytothérapie a été utilisée, mais alors vraiment depuis la fin des temps, jusqu'à peu près la moitié de ce siècle, et qu'il était tout à fait logique qu'un médecin donne à sa patiente une ordonnance dans laquelle certaines formules apparaissaient, que le pharmacien préparait, et que le patient prenait gentiment, et il allait mieux. L'après-guerre a déclenché une sorte de modification du comportement des laboratoires biochimiques qui ont introduit des molécules qui ont réussi à extraire soit de plantes, soit de minéraux ou d'autres matières, des molécules isolées qu'ils ont donc introduit à l'intérieur de gélules ou de poudres, et la médecine est devenue biochimique. Elle aurait été, elle a toute sa valeur, bien sûr, s'il n'y avait pas, et je dis pour les maladies de la pratique courante, c'est-à-dire que les maladies graves, je ne voudrais pas en parler aujourd'hui, mais pour les maladies de la pratique courante, s'il n'y avait pas des effets d'intolérance qui font que très souvent, spontanément, les patients abandonnent le produit et se trouvent donc un peu démunis devant une maladie qui continue à évoluer. Les plantes, d'où viennent-elles? Si vous lisez des livres de pharmacologie, vous vous apercevez que toutes les parties du monde ont une spécificité en phytothérapie. Et par exemple, l'Afrique, alors là je suis obligé de regarder mes notes, l'Afrique nous fournit les arachides, l'eucalyptus, la vanille, le cacao. L'Amérique nous fournit la mamélis, le quinquina, le cascara. L'Europe, la lavande, le houblon. L'Asie, vous voyez que nous traversons le monde en ce moment. L'Asie, c'est la cannelle, la girofle et le camphre. Alors, comment les plantes viennent-elles vers nous? Il y a deux façons. Ou bien, parce que c'est organisé ainsi dans certains pays du monde, ce sont des plantes de cueillette. On les cueille là où elles poussent, et toute une organisation permet d'obtenir effectivement une certaine quantité de plantes sur lesquelles ensuite on travaille. C'est une première façon de faire. La deuxième façon, beaucoup plus rationalisée, est de créer des terrains, des territoires sur lesquels certaines plantes spécifiques seront cultivées. Et non seulement cela est bon, mais en plus cela permet d'enrichir à la fois les terrains pour faire que les plantes aient des principes actifs qui soient pratiquement toujours les mêmes. Deuxièmement, de varier les conditions hygrométriques, bien sûr la nature du sol, de profiter de l'ensoleillement pour mettre en route certaines expérimentations ou certaines mutations. J'ai dit mutation, c'est que
les recherches actuellement s'orientent vers une amélioration de la qualité des plantes, vers une augmentation maximale des principes actifs les plus importants par des phénomènes d'hybridation un peu compliqués dans lesquels je ne souhaiterais pas rentrer. Dans une plante, si vous la regardez, il y a plusieurs parties. Vous le savez, il y a la racine, il y a la tige, il y a les fleurs, il y a les sommités fleuries qui sont les parties hautes des fleurs. Il y a également les fruits. Et les principes actifs, suivant les plantes, sont contenus dans différentes parties, dans certaines parties seulement de ces plantes. Et dans la mesure où, maintenant, nous le savons, par exemple, quand vous aurez envie de boire une tisane, la personne chez laquelle vous achèterez la tisane, qu'elle soit herboriste ou pharmacien, vous donnera la partie de la plante qui contient les principes actifs les plus intéressants et ceux sur lesquels vous pouvez compter quand vous mettez en route une petite thérapeutique. Bien, alors, si vous voulez faire un tout petit peu de nomenclature, une plante est désignée officiellement par son nom de famille, par son nom d'espèce et par son nom de variété. Je vous donne un exemple pour que vous ne soyez pas effrayés. C'est l'artichaut, par exemple, est une composée, d'accord, qui s'appelle en latin Cynara, C-Y-N-A-R-A, Scolymus, S-C-O-L-Y-M-U-S, et certains médecins ou certains thérapeutes ont gardé encore l'habitude de prescrire la plante sous son nom latin, pourquoi pas. Bien, alors, quelque chose d'important qu'il faut absolument savoir, c'est que à partir du moment où vous avez sorti une plante de son milieu de culture, c'est-à-dire que vous l'avez coupée et que vous l'avez en main, cette plante va se déshydrater. Et cette déshydratation, si elle est lente, va entraîner au bout d'un certain temps une libération à l'intérieur même de la plante de certains enzymes qui s'y trouvent, qui dorment, et qui vont avoir comme effet d'oxyder les principes actifs. C'est-à-dire que si une plante cueillie n'est pas traitée d'une façon bien précise et bien particulière, la quantité de principes actifs dont elle est porteuse diminue extrêmement rapidement et vous n'en gardez plus que l'aspect joli et l'aspect particulier qui est l'aspect esthétique et botanique de la plante. Sans les principes actifs, il y a donc des procédés de conservation extrêmement rigoureux et précis dont je vais vous dire quelques mots dans un instant. D'une façon générale, il faut savoir que la plante contient environ 70 à 90% d'eau, et que 1 kg de fleurs vous donnera 100 grammes de plantes sèches lorsque la déshydratation aura été complète. 1 kg de feuilles en donnera 200 grammes. 1 kg de racines en donnera 400 grammes. Ceci est anecdotique, cela ne va pas influencer les prescriptions ou les conseils pratiques que je vais être amené à vous donner. J'insiste quand même sur le fait suivant, c'est que plus la plante est déshydratée rapidement, plus les enzymes sont bloquées. Il y a donc des procédés commerciaux de séchage des plantes qui font que la plante, même après avoir été séchée, a gardé ses capacités et sa quantité de principes actifs parce que les enzymes n'ont pas eu le temps de fonctionner. Premièrement, parce que le séchage a été très rapide. Deuxièmement, un autre procédé, c'est de traiter les plantes à très basse température, qui est aussi une technique d'inhibition des enzymes. Et enfin, le fait de les tremper dans l'alcool très rapidement a également le même effet. La phytothérapie, elle est banalement prescrite par le médecin courant installé sans qu'il sache que la spécialité qu'il donne contient des plantes. J'ai relevé dans le Vidal que 800 spécialités couramment données par les médecins contiennent des plantes et que dans ces 800 spécialités, 340 génisent, 340 contiennent de la belladone, 180 contiennent de l'eucalyptus, 130 environ contiennent de la mémélis, etc. Donc vous êtes tout à fait dans la norme si vous décidez de devenir phytothérapeute parce que ce que je vous dis non seulement vous intéresse, mais vous prouve que vous travaillez sur un terrain solide. Pourquoi vous travaillez sur un terrain solide? Parce que la plante
est un laboratoire biochimique d'une incroyable richesse. Je voudrais simplement, et je l'ai pris également dans les notes que j'ai sous la main, vous donner la composition de la luzerne. La luzerne contient, figurez-vous, l'ensemble des acides aminés indispensables à la vie de l'homme. Hein, premièrement. Deuxièmement, pratiquement toutes les vitamines. Troisièmement, elle contient même un produit qui ressemble au point de vue hormonal à l'action de la folliculine. Vous avez donc, quand vous donnez un petit peu de luzerne, une action considérable que vraiment aucun médicament, ou alors il faudrait donner 30 ou 40 gélules de nature différente, ne pourrait remplacer. Hein, c'est une première chose. Deuxièmement, il suffit maintenant de comprendre ce que la plante apporte et les principes actifs contenus dans la plante qui vous permettront d'être à l'aise en sachant surtout le pouvoir que vous avez quand vous décidez de prescrire ou de conseiller une tisane, un extrait sec ou un nébulisa. Nous en parlons dans quelques instants. Les principes actifs de la plante sont répartis en deux catégories. Il y a ceux qui appartiennent au métabolisme primaire, hein, c'est-à-dire, on dit, les principes actifs du métabolisme primaire. Ces principes-là sont indispensables à la vie de la plante elle-même et naissent du fait de la photosynthèse. Et deuxièmement, tous les autres principes que l'on dit appartenir au métabolisme secondaire sont des principes actifs qui ne servent absolument pas à la survie de la plante, du tout, hein, qui sont dus à une certaine façon pour la plante de travailler l'azote de la terre, hein, et qui sont, eux, riches de possibilités thérapeutiques considérables. Alors, on va voir un petit peu, les références sont prises dans les facultés de pharmacie où les recherches sont vraiment très engagées très loin. On va voir un petit peu ce qu'il peut y avoir dans une plante, et je vous donne quelques exemples. Il y a par exemple des antiseptiques qui sont pratiquement des antibiotiques. Et je vous donne comme nom le genevrier, le pin ou le sureau, qui sont très très riches en substances antiseptiques, donc capables de tuer les microbes. De même que les huiles essentielles dont je vais vous parler dans quelques instants, et qui constituent une branche un tout petit peu à part, appelée aromathérapie. Il y a des principes amers. Les principes amers ont comme propriété de permettre à l'organisme de mieux digérer en stimulant un petit peu la sécrétion gastrique. Eh bien, la gentiane, le chardon béni, la centaurée sont des principes amers. Il y a des tanins. Alors, savez-vous que les tanins sont vraiment d'un très grand intérêt toutes les fois qu'il y a des problèmes digestifs, parce qu'ils coagulent les albumines de la surface et créent donc à la surface des muqueuses une sorte de tapis protecteur. Et les tanins, eh bien, il y en a dans le chou, il y en a dans le noyer, il y en a dans le chêne ou il y en a dans la ronce. Nous avons parlé des tanins. Très proches des tanins sont les mucilages dont les propriétés sont pratiquement identiques, et il y en a dans la guimauve, par exemple, et vous le saviez, et vous savez combien la guimauve peut soulager des brûlures d'estomac ou des troubles, des algies un tout petit peu mal systématisées que l'on éprouve au niveau digestif. Non seulement il y a ça, mais il y a encore des principes très actifs. Les principes très actifs, ce sont les glucosides qui sont constitués de deux parties. D'un côté, un sucre, et de l'autre partie, une partie qui n'est pas sucrée et que l'on appelle aglycone. Et dans les glucosides, vous avez des substances qui sont cardiotoniques, comme ce que l'on trouve dans le muguet, hein, dans la digitale, des substances qui sont antirhumatismales parce qu'elles sont anti-inflammatoires, comme dans le saule ou dans le peuplier, des substances qui sont légèrement laxatives, comme dans la rhubarbe, etc. Eh bien, donner de la rhubarbe plutôt qu'un laxatif vrai est une attitude que le phytothérapeute a tout intérêt à adopter, parce que entre un peu de poudre de rhubarbe et le glucoside extrait de la rhubarbe, il y a une différence de tolérance qui est tout à fait remarquable et que vous constaterez vous-même par l'expérience. Ensuite, autre substance extrêmement puissante, ce sont les alcaloïdes, qui sont des composés azotés complexes, comme la codéine, comme l'atropine, comme la colchicine, dont vous avez entendu parler, ou comme la ricinine que l'on trouve dans l'huile de ricin. Enfin, pour bien tout dire, pour que vos connaissances soient complètes, il y a
encore des saponines à l'intérieur des plantes. Les saponines, c'est un peu particulier, c'est elles qui donnent de la mousse. Quand vous mettez un peu de saponine sur de l'eau, très vite cette eau mousse parce qu'il y a une réduction de la tension superficielle de l'eau et les saponines rentrent dans les shampoings. Hein. Mais attention, ne buvez jamais par malheur un liquide shampoigné parce que ce qui se fait au niveau de la peau, au niveau de l'eau, peut se faire également au niveau des cellules des globules rouges dont la membrane par les saponines peut être détruite, créant à ce moment-là un phénomène dramatique qui s'appelle une hémolyse et qui peut bloquer à la fois notre foie et notre rein. Il y a, attention, des saponines dans la réglisse, il y a des saponines dans le ginseng, et c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut peut-être pas, et je fais partie de ces médecins qui en donnent relativement peu, consommer trop de ginseng, parce que le ginseng est un tonique avec plein de vitamines, plein d'oligo-éléments, plein d'acides aminés, mais il est un peu... Sa saponine a comme effet de créer par réaction des anémies secondaires par destruction de globules rouges dont vous n'avez vraiment pas besoin pour survivre. D'accord? Voilà. Alors, nous avons vu ensemble les principes actifs. Nous allons maintenant voir sous quelle forme se présentent actuellement sur le marché français les plantes et comment il vous est possible de vous les procurer. Alors, il est bien entendu qu'on ne peut pas utiliser une plante naturellement comme elle est là parce qu'il faut lui faire subir des transformations. Ces transformations, eh bien, elles sont de plusieurs natures. On peut la diviser, donc la découper en toutes petites parcelles, et plus les parcelles sont fines, plus la poudre résultante sera fine. Hein. On peut la faire macérer dans de l'eau, dans de l'alcool, dans de l'éther, dans d'autres liquides. On peut exprimer la plante, et à ce moment-là, on fait sortir de la plante les huiles qu'elle contient, et c'est une façon de recueillir les huiles essentielles ou les arômes ou les huiles aromatiques dont je vous parle dans quelques instants. Hein. On peut aussi faire, après avoir créé une macération, c'est-à-dire avoir mis la plante à l'intérieur d'une certaine quantité d'alcool, avoir laissé les choses en contact pendant un certain temps, on peut évaporer la solution, recueillir l'évaporat. Tout ça a un nom, je vais vous le dire maintenant, et ce qui vous permettra, dans les conseils pratiques que vous allez pouvoir donner quand nous aurons fini les généralités, de choisir, comme si vous aviez dans vous une palette thérapeutique, ce qui vous semble le meilleur pour le patient ou pour vous-même, si vous avez envie de rentrer en phytothérapie dans la vie courante. Alors, les formes de présentation, eh bien, elles sont banales. Nous allons les faire des plus simples aux plus compliquées. La plus simple, c'est la tisane. Alors, la tisane se prépare de la façon suivante. On met en moyenne, hein, attention, en moyenne, 5 grammes de la plante sèche, pressée. Hein, 5 grammes correspond à une cuillère à café, pleine, bien pleine, hein, dans une tasse d'eau. Alors, on fait comme ça, on fait bouillir de l'eau. Quand l'eau est bouillie, on met la poudre que l'on a choisie, on laisse infuser 10 minutes, on passe et on boit en édulcorant, c'est-à-dire en donnant du goût à votre mélange, que vous faites de préférence avec du miel qui est particulièrement bien assimilé, qui rentre dans le cadre des sucres rapides, posant relativement très peu de problèmes au niveau digestif. Premièrement, les tisanes. Deuxièmement, la décoction. Alors, les décoctions, nous travaillons alors à ce moment-là sur un produit beaucoup plus concentré. Voilà comment vous faites. Vous mettez les proportions sont les mêmes, hein, en moyenne, vous mettez vos 5 grammes pour 250 grammes d'eau. Immédiatement, avant de chauffer votre casserole, vous chauffez, ce qui fait que l'arrivée à l'ébullition fait que progressivement, l'eau a extrait de la plante les principes actifs qu'elle contient. Quand tout ceci est passé, eh bien, vous avez votre décoction, votre liquide n'a pas une couleur très belle, mais ce n'est pas ça qui est important. Il est très riche en principes actifs. Vous passez, vous buvez cette décoction, et vous avez affaire à un produit solide. Si vous avez utilisé le produit qui convient pour la petite affection que vous
que vous présentez, eh bien, tout est simple et vous travaillez pratiquement sur un médicament. Comme c'est une plante, ce médicament que vous venez de créer sera parfaitement bien toléré et vous aurez le droit de faire. Attention, les tisanes, comme les décoctions, ne se boivent pas sans arrêt. Il ne faut pas créer dans l'organisme une accumulation de principes actifs, parce que si vous le faites, vous devenez aussi dangereux que les autres. Ça se boit 1 fois, 2 fois par jour, régulièrement, avec des fenêtres thérapeutiques, les fenêtres thérapeutiques dans lesquelles vous ne faites rien, hein, pour que l'organisme n'ait pas une accumulation au niveau de son foie, dans toute autre région du corps, de trop de principes actifs accumulés qui viennent, et que peut-être cet organisme fatigué n'aura pas la force d'éliminer de façon convenable. D'accord ? Nous rentrons dans les produits un tout petit peu plus actifs, plus raffinés, plus pharmaceutiques, c'est les teintures. Les teintures sont une macération dans de l'alcool d'une quantité donnée de plantes pendant un temps donné, ce qui fait que l'alcool extrait les principes actifs, et c'est dans l'alcool que se trouvent les principes actifs. La forme qui actuellement est la plus rigoureuse et celle qui est la plus contrôlée, c'est ce qu'on appelle la teinture mère, parce que la législation oblige les teintures mères à être préparées de façon systématique et partout de la même façon. Donc, elles se donnent à la dose habituelle d'1 goutte à 2 gouttes par kilo de poids et par jour. Hein. Toutes les teintures mères se donnent de la façon suivante, avec un écueil qu'il faut connaître, c'est que les teintures mères ayant comme solution de l'alcool, quand vous donnez 10 gouttes de teinture mère, il y a un petit peu d'alcool dedans. La teinture mère est donc plutôt contre-indiquée à ceux qui ne doivent pas recevoir d'alcool et aux enfants. Hein, et aux enfants, il faut donc passer à une autre sorte de préparation si on veut faire de la phytothérapie avec certaines personnes sensibles. Teinture alcoolique, donc nous l'avons vu. La poudre, les poudres de plantes, c'est quoi? C'est simplement la plante séchée, hein, et réduite en poudre par des techniques de concassage plus ou moins compliquées. Un petit inconvénient, premièrement, c'est que puisque la plante tout entière a été cassée et devenue de la poudre, il y a dedans des débris cellulosiques, il y a dedans quelquefois des antiparasites. Vous savez, ce qu'on projette sur des champs de plantes pour éviter que les parasites les envahissent. Eh bien, même un nettoyage sévère des poudres n'empêche pas ce déparasitage. Donc, les poudres sont un tout petit peu, je dirais pas dangereuses, mais de ma part, plutôt déconseillées, étant entendu en plus qu'il suffit de soumettre une poudre à l'action du soleil pour remettre en route, à l'intérieur de la poudre, les enzymes qui y dorment et qui vont détruire les principes actifs, premièrement. Et deuxièmement, la poudre est très demandeuse d'eau. Alors on dit qu'elle est hygroscopique, et la conservation de la poudre dans un endroit où il y aurait un peu d'humidité fait que très très vite des champignons poussent à l'intérieur de la poudre et que le produit devient pas très bon pour la consommation. D'accord ? C'est une des raisons pour lesquelles les laboratoires se sont orientés vers ce qu'on appelle les extraits de plantes. Et les extraits de plantes le plus utilisé, celui en tout cas que je conseille, c'est l'extrait fluide de plantes, quelle qu'elle soit, qui se prépare de la façon suivante. C'est que on met une certaine proportion, tout ça ne nous regarde pas, nous, thérapeutes ou médecins, c'est un problème de pharmacien, on met une certaine quantité de liquide à l'intérieur, de liquide qui est souvent de l'alcool, mais souvent aussi d'autres solutions. On met à l'intérieur de cette solution la plante sèche et on laisse macérer pendant un certain nombre de jours, et puis ensuite on évapore. On évapore pour obtenir une certaine proportion, qui sont des proportions assez rigoureuses, et après avoir évaporé, on fait une analyse des principes actifs principaux avec les procédés les plus modernes, ce qui fait que
donc je le dis bien, pour un médecin comme moi, un extrait fluide est quelque chose de fiable, dont je connais les principes actifs, et quand j'en donne à n'importe quel endroit de ma vie professionnelle, je sais que je donne le même produit. Nous venons donc de voir ensemble l'extrait fluide. Suivant l'importance de l'évaporation, on peut obtenir des produits beaucoup plus concentrés pour arriver finalement à l'extrait sec, dont la concentration en principe actif est habituellement 5 fois plus forte que celle qu'il y a dans la poudre, et c'est l'extrait sec que le médecin donnera le plus souvent. En phytothérapie, on peut également fabriquer des sirops. Je vous en donnerai une ou deux formules tout à l'heure lorsque nous rentrerons dans les conseils pratiques. On peut fabriquer des suppositoires et il suffit de formuler le suppositoire d'une façon bien précise qui sera écrite au tableau tout à l'heure et qu'il suffira que vous lisiez avec attention pour que le pharmacien fasse le travail et vous donne ce que vous attendez de lui. En plus, il est possible également de fabriquer des crèmes dans lesquelles vous faites rentrer un pourcentage qui ne doit jamais dépasser 1%, le principe actif ou les deux principes actifs que vous avez choisis, que vous mélangez avec habituellement une quantité égale de lanoline et de vaseline. Nous allons donc maintenant regarder le tableau, et sur le tableau vont être inscrits les différentes formes que l'on peut trouver en France et que l'on peut donc conseiller à nous-mêmes ou à nos patients, avec les doses habituelles, quel que soit le produit, étant bien entendu qu'il existe des plantes toxiques dont la liste figure sur l'ensemble des livres de phytothérapie que vous pouvez avoir en main. Nous vous en montrerons tout à l'heure. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir devenir, je disais, des prescripteurs intelligents, parce qu'il nous reste maintenant à étudier ensemble, une fois le tableau bien commenté, à étudier ensemble les propriétés thérapeutiques des différentes plantes existantes, c'est-à-dire en fait des plantes les plus couramment prescrites, et une bonne liste de 50 à 60 plantes suffit largement pour couvrir ce sur quoi j'insiste, c'est-à-dire la pathologie courante. Nous allons maintenant étudier ensemble les formes de présentation, c'est-à-dire les aspects sous lesquels vous pouvez demander à votre pharmacien de préparer les plantes que vous souhaitez donner à vos patients. Alors nous allons vers le tableau sur lequel tout est préparé, nous allons donc les lire les unes après les autres. La présentation la plus facile, c'est un rappel, et la tisane et la décoction que vous savez maintenant préparer et qui se fait à la dose moyenne de 5 grammes, soit une cuillère à café pour 250 grammes d'eau. C'est une moyenne que vous gardez en mémoire. La deuxième forme que je préfère, c'est vrai, et sur laquelle j'ai beaucoup insisté, c'est l'extrait fluide ou la teinture mère. Donc vous préférerez l'extrait fluide à la dose de 1 à 2 gouttes par kilo de poids et par jour. Donc, pour une personne de 70 kg, un maximum de 7 x 2, 140 gouttes réparties dans la journée, matin, midi et soir, dans un peu d'eau avant de manger. Je tourne la page pour les présentations suivantes. L'extrait sec se donne en moyenne à la dose de 0,02 g par kilo de poids et par jour, ce qui fait que, si vous faites bien vos calculs, vous ne dépassez pas 1,50 g par jour en gélules, et les gélules sont données au poids de 0,30 g. Donc, attention, il y a un petit calcul à faire. Vous divisez la dose totale, qui est par exemple de 1,50 g maximum, par 0,30 g, ce qui vous donne 5 gélules par jour que vous répartissez de la façon suivante: 2 gélules le matin, 1 gélule à midi, 2 gélules le soir par exemple, et c'est une excellente prescription. Le temps pendant lequel vous donnez ces produits est fonction de la maladie que vous avez envie de soigner. La poudre, alors attention,
si vous voulez obtenir le même effet avec la poudre qu'avec l'extrait sec, il faut presque donner 5 fois plus en quantité. Donc vous étiez à 1,40 g avec l'extrait sec, vous êtes maintenant à 1,40 g multiplié par 5, ce qui est très lourd, très mal digéré, et donc de ma part plutôt déconseillé. Les huiles essentielles. Je vous ai dit tout à l'heure que certaines plantes, lorsqu'on les exprimait très fort, laissaient sourdre une sorte d'huile qui sent bon, qui est une huile aromatique, qui se volatilise à la température de l'air et qui contient des principes actifs extrêmement puissants, à propriétés digestives, antiseptiques, cardiotoniques, etc., produits tellement puissants qu'il faut donner un maximum de 0,50 g par jour répartis dans la journée. Les huiles essentielles se présentent surtout chez le pharmacien en gouttes. 1 g d'huile contient 50 gouttes. Vous devez donc au maximum, et il vaut mieux être en dessous de la dose qu'à cette dose-là, 25 gouttes réparties dans la journée de l'huile essentielle que vous avez choisie. Exemple, huile essentielle d'eucalyptus, huile essentielle de pin, huile essentielle de lavande. Ces huiles essentielles existent et sont vendues extrêmement couramment par les pharmaciens de Paris et de la plupart des grandes villes. Il vous est possible de faire préparer un sirop par votre pharmacien ou de le préparer vous-même, pourquoi pas. Eh bien, pour un sirop, il faut 2 éléments. Un premier élément qui est une décoction de plantes dans laquelle vous mettez en moyenne 50 g de la plante pour 1 litre d'eau. Vous laissez bouillir et vous réduisez ce litre à un demi-litre lorsque votre décoction est terminée. Et quand ceci est fait, vous passez à l'élément B, que je n'ai pas marqué ici, mais considérez qu'il y a un B ici, vous ajoutez une quantité égale de sirop de sucre, c'est-à-dire 0,5 g de la décoction plus 0,5 g du sirop de sucre. Vous avez un sirop que vous ferez consommer pour un adulte à 2 à 3 cuillères à soupe par jour. D'accord ? Autre forme de présentation, dans certaines situations, imaginez un traitement d'hémorroïdes avec des plantes à base d'amamélis, de noyer ou de noisetier, ceci est parfaitement possible. Vous mettez un extrait fluide du produit choisi à la dose habituelle de 0,01 g et vous ajoutez, et c'est le travail du pharmacien de vous le fabriquer, excipient pour un suppositoire de 3 g et vous dites le nombre de suppositoires que vous souhaitez. Et vous mettez 10 suppositoires, 15 suppositoires, ceci est fait sur votre commande et c'est une redécouverte des préparations d'autrefois. Suppositoire, il est possible de préparer une crème, le pourcentage de la partie active ne doit jamais dépasser 1%, donc par exemple extrait fluide de quelque chose, 1 g, et un mélange à partie égale de vaseline et de lanoline, pour qu'en tout, ça fasse 100 g, et vous mettez pour un pot de 100 g. Et cette crème peut parfaitement être une crème à usage dermatologique pour soigner une acné, une furonculose, des petites infections banales, comme elle peut avoir une valeur esthétique si vous mettez à l'intérieur certaines plantes qui ont un effet trophique ou un effet nutritif sur la peau dans certaines conditions. Et nous avons donc fait le tour des formes de présentation les plus courantes. Il nous reste maintenant à voir ensemble les propriétés principales de la plupart des herbes médicinales pour que tout à l'heure, quand nous parlerons des conseils pratiques, il ne vous reste plus qu'à réécouter ce que je vais vous dire et à choisir seul les plantes qui sont les plus performantes et que j'ai un petit peu sélectionnées pour vous. Ces plantes, d'ailleurs, vous les trouverez réunies sous des rubriques qui sont les mêmes que celles que je vais citer dans ce petit livre qui s'appelle Phytothérapie, que j'ai écrit un jour et qui est paru aux éditions Que sais-je des presses universitaires de France. D'accord ? Donc maintenant, nous commençons. Alors, certaines plantes sont
astringente. Astringente, ça veut dire quoi? Ça veut dire décongestionnante, anti-inflammatoire, anti-édème. Je vous en donne 7 à 8 qui ont des propriétés équivalentes et que vous pouvez utiliser l'une à la place de l'autre comme bon vous semble à partir du moment où cette liste est respectée. Alors, j'y vais doucement pour que vous puissiez les noter. Millepertuis, pâquerette, alchemille, noyer, agripaume, camomille, mélilo, bruyère. Pourquoi cette liste est-elle importante? C'est parce que, par exemple, et nous le reverrons dans quelques instants, dans une poussée rhumatismale, vous avez un gonflement, vous avez de l'édème, vous avez une congestion active. L'utilisation de ces plantes sous les formes que j'ai présentées tout à l'heure au tableau vous permet d'avoir une action presque aussi puissante que les anti-inflammatoires solides que les rhumatologues ont l'habitude de donner. Autre propriété, nous en avons vraiment beaucoup, c'est les plantes carminatives. Carminatives, ça veut dire qui aident à digérer. Eh bien, ce sont l'anis, le fenouil, le genévrier, le mélilo, le cumin, la menthe poivrée. Intéressante pourquoi? Toutes les fois qu'après un repas, soit parce que vous mangez trop vite, soit parce que vous avez des difficultés à sécréter dans votre estomac les enzymes utiles, et donc toutes les fois que vous êtes ballonné, que vous avez un ventre qui pèse, eh bien l'utilisation de ces plantes-là change complètement votre vie digestive, et pourquoi ne pas le faire? Vous êtes nerveux, votre tension permanente dans la vie de tous les jours est grande et vous ne savez pas quoi faire, eh bien il y a des plantes sédatives, toujours administrées sous les formes que vous choisissez, et nous vous avons donc offert comme ça une palette thérapeutique. Eh bien ce sera la valériane, la passiflore, le houblon, la lavande, le tilleul que vous connaissez bien sûr, la verveine, ou la bruyère. Vous avez donc une collection de plantes qui peuvent être réunies ensemble. Vous avez parfaitement le droit, dans la même gamme de produits, d'utiliser, de mettre ensemble deux plantes et par exemple de créer une gélule qui comportera à la fois un petit peu d'extrait sec de valériane, un peu d'extrait sec de tilleul, par exemple. Comme la gélule ne doit pas dépasser 0,30 g, votre formulation se fera de la façon suivante. Extrait sec de valériane 0,15 g, extrait sec de tilleul 0,15 g, pour une gélule de 0,30 g, et prendre par jour 2 gélules le matin, une gélule à midi et 2 gélules le soir par exemple. D'accord? Ce qui vous donne une facilité et surtout une maniabilité des herbes médicinales tout à fait intéressante. Vous n'avez pas envie de vieillir? Vous vous tournez vers les plantes qui augmentent votre immunité, qui sont un petit peu anti-radicaux libres, qui sont des antioxydantes. Eh bien, nous avons à notre disposition, utilisées couramment par les naturopathes ou les médecins comme moi qui s'intéressent à la phytothérapie, la pensée sauvage, la capucine, le pissenlit ou le cresson, qui sont riches en vitamine C, riches en vitamine E, et qui jouent donc un rôle de protecteur tissulaire général. Pourquoi ne pas faire de temps en temps des cures de ces plantes-là pour garder notre forme et être toujours aussi bon? Vous avez trop de tension, vous avez besoin de substances hypotensives. Eh bien, certaines plantes sont connues pour cette action-là. L'ail. Bon, c'est vrai que l'ail est trop aromatique et que le prendre directement pose problème à certaines personnes, mais à côté de l'ail, vous avez l'aubépine, le bouleau, la bourse à pasteur, l'olivier ou la vigne rouge. Donc, avec très peu de matière, votre action est quelquefois beaucoup plus puissante que celle des bêta-bloquants ou des produits actuellement largement utilisés en allopathie.
votre cœur est un peu fatigué, vous avez besoin d'un tonique cardiaque ou d'un tonique cardiaque léger. Attention, vous n'avez pas le droit de faire en phytothérapie de la médecine lourde et de prendre des risques. Eh bien, vous demanderez à l'aubépine, vous demanderez à la marrube avec 2 R, à la reine des prés de vous aider. Hein, ce sont de légers toniques cardiaques. Pourquoi les négliger? Vous êtes dans une période où vous êtes particulièrement enrhumé, votre toux est grasse et désagréable, le sirop que le médecin ou que vous avez donné ne marche pas, eh bien, vous allez vous servir des produits anti-toux connus d'ailleurs et qui existent dans de nombreuses spécialités allopathiques. C'est un petit peu ce que je disais en début de séance. C'est l'eucalyptus, la guimauve, le sapin, le tussilage ou la douce amère, et vous fabriquez votre sirop vous-même, et vos résultats seront largement comparables à tous ceux qui existent avec bien d'autres produits. Ah, vous êtes un monsieur ou une dame, et votre sexualité n'est pas très satisfaisante, vos performances ne vous font pas plaisir, votre envie a considérablement diminué, vous êtes sur le point de consulter un sexologue parce que ce n'est pas très agréable d'avoir une vie mal remplie, eh bien sachez que les herbes médicinales comportent dans leur liste des aphrodisiaques légers qui peuvent à la fois par action psychologique moyenne, mais aussi par action directe sur le système sympathique, remettre en route une région qui vous est chère. Eh bien, je vous donne 2 ou 3 noms. Ylang, Y-L-A-N-G, Y-L-A-N-G, que l'on trouve couramment dans les pharmacies, il suffit de leur demander. Le coriandre, le cumin, la cannelle ou la sarriette, qui curieusement sont des épices qu'utilisent très volontiers nos amis rentrés d'Afrique du Nord et dont les plats sont toujours, presque toujours, un petit peu mêlés à ces produits-là. Je ne sais pas si leurs performances sont meilleures que les autres, mais leurs habitudes est quelque chose que je recommande bien volontiers. Vous avez des jambes lourdes, ça ne va pas. Quand vous marchez, tout pèse. Le soir, il y a des édèmes. Vos petites varices deviennent de plus en plus apparentes au fur et à mesure que la journée passe. Eh bien, sachez que les plantes comportent des phlébotoniques. Eh bien, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ce sera le marron d'Inde, la mamélis, le noyer ou la ronce. Avec bien sûr d'autres aussi, dans la liste que je vous donne, il n'y a qu'une sélection. Hein. Encore 2 ou 3 propriétés dont je veux vous parler. Toutes les grippes peuvent bénéficier de fébrifuges, c'est-à-dire de substances qui ont la propriété de faire baisser la fièvre et de redonner un petit peu de défense à la personne qui est malade. C'est tout. Hein. Eh bien, il suffit que votre immunité soit meilleure et que vous soyez plus en forme pour que le virus de la grippe ne vienne pas s'installer chez vous trop longtemps. Eh bien, vous le ferez avec du chardon béni, de l'écorce de saule, du quinquina ou de l'alkékange. Alors, je vous l'épelle parce qu'il est peu connu. A-L-K-E K-E-N-G-E. Bien, sachez enfin que l'aromathérapie, c'est-à-dire l'utilisation des huiles essentielles dont nous avons parlé, est presque une branche particulière de la phytothérapie et qu'il vous est possible de ne travailler qu'avec des huiles essentielles que vous donnez à très peu de gouttes. Hein, et vous y trouverez pratiquement, suivant le produit choisi, l'ensemble des propriétés que j'ai énumérées. Alors, huiles essentielles, lesquelles? De lavande, de menthe, d'origan, de romarin, de sauge, de thym, chacune de ces plantes ayant souvent plusieurs propriétés réunies, et le romarin par exemple, elle est à la fois une action sur le foie,
une action sur les reins et il permet de mieux uriner et d'éliminer les déchets, donc il est considéré comme un dépuratif. Il a également une action tonique cardiaque extrêmement légère et enfin une action normorégulatrice sur la tension, c'est-à-dire que votre tension soit haute ou que votre tension soit basse, la consommation d'huile essentielle de romarin aux doses que je vous ai présentées tout à l'heure permet d'avoir une tension qui rentre dans la moyenne, c'est-à-dire avec une maxima correcte et une minima correcte. Nous sommes arrivés à la partie des conseils pratiques et nous allons, comme sur un catalogue, voir les uns après les autres les différents appareils et réfléchir à ce que nous allons conseiller en fonction des pathologies rencontrées. Alors le premier appareil, c'est l'appareil respiratoire et l'otorhinolaryngologie. Vous avez par exemple une angine. Premièrement, vous éliminez tout ce qui pourrait être angine très grave, responsable d'une maladie qui dépasse l'angine courante. Et vous vous posez la question de savoir comment la soigner. Premièrement, il faut avoir une action antiseptiques. Vous utiliserez donc des huiles essentielles parce qu'elles sont connues comme étant antiseptiques et je vous conseille la cannelle et l'origan que vous donnerez dans la journée comme on prescrit des huiles essentielles en gouttes. Deuxièmement, il y a de la fièvre, vous avez besoin de fébrifuge. Vous prendrez donc dans votre liste un fébrifuge qui vous tente. Exemple, le chardon béni, en respectant les doses par kilo de poids et par jour de vos patients. Si en plus cette angine énerve beaucoup la personne ou fait qu'elle est très mal, eh bien vous prendrez dans la liste des sédatifs un sédatif qui convient. Je vous ai dit qu'il est possible non seulement de mélanger des produits ayant les mêmes propriétés, mais dans des affections qui exigent 2 ou 3 niveaux de prescription, de mélanger 1, 2 ou 3 produits ensemble pour pouvoir avoir une action commune sans donner trop de médicaments. Voilà, donc l'angine se soignera facilement. Il en est de même de la sinusite, il en est de même de l'otite, en sachant quand même que vous n'avez pas le droit de laisser évoluer l'affection vers une aggravation si vos plantes ne sont pas utiles et qu'il faut donc utiliser la médecine allopathique avec toutes ses ressources si ça ne va pas. N'oublions pas que toutes les fois qu'il y a une infection, il y a un aspect inflammatoire, c'est-à-dire une congestion des régions malades, eh bien, vous vous tournerez vers les produits astringents que je vous ai cités tout à l'heure, comme le millepertuis, la pâquerette, l'alchemille ou le noyer, qui feront donc également partie de votre prescription. Nous continuons. Dans l'appareil ORL et pulmonaire, nous passons aux bronchites ou à la toux. Une bronchite exige de votre part un effet antiseptique. Nous avons vu que c'est possible. Elle exige également un effet anti-inflammatoire. Eh bien, vous voyez que les mêmes produits se retrouvent. Elle exige également un effet antitussif. Donc, vous ferez en sorte ou de fabriquer un sirop ou, sans fabriquer un sirop, de prendre des substances qui portent un autre nom, qui sont appelées balsamiques, c'est-à-dire qui ont une action par leurs huiles essentielles sur la qualité et les réactions des bronches. Eh bien, je vous redonne une petite liste complémentaire. Eucalyptus, genévrier, thym, romarin que nous avons vu tout à l'heure, sauge ou millepertuis. Et voilà, donc je sens que vous êtes parfaitement capable de prendre en charge les problèmes respiratoires ERL quand ils ne dépassent pas la pathologie courante. Vous savez que je serai très sévère si des erreurs sont faites et que vous vous mettiez à soigner trop en croyant que les herbes médicinales peuvent tout faire.
En appareil digestif, les herbes médicinales sont parfaitement utiles. Premièrement, pour améliorer la digestion. Donc, tout ce qui est ballonnement, tout ce qui est gros ventre, tout ce qui est sensation de lourdeur, tout ce qui est sensation de sommeil après avoir mangé, eh bien, réagira très bien à des substances carminatives. Je vous les rappelle très vite, mais nous les avons vues tout à l'heure. Anis, fenouil, genévrier, etc. Vous avez des gastralgies. Il vous faudra sur votre ventre un produit sédatif, c'est-à-dire qui est une action calmante. Bon, eh bien, vous prendrez dans les sédatifs la passiflore, le houblon ou la valériane. Il vous faudra également peut-être avoir un effet pansement, et la guimauve à ce moment-là s'impose à vous. Beaucoup moins la réglisse, parce que vous rappelez que dans la réglisse il y a des saponines et que vous n'avez pas à chercher l'histoire. Et il ne faut pas que vous provoquiez, puisque vous avez choisi d'être phytothérapeute, des effets iatrogènes. Vous êtes constipé, eh bien, des petites plantes ont un effet laxatif doux. Nous avons parlé de la rhubarbe tout à l'heure. Je vous cite encore le boldo, je vous cite le séné. Et alors là, si vous voulez, si vraiment c'est très important, il y en a un mais qui est fort, et je le déconseille, mais enfin je donne son nom, c'est le nerprune, Nerprun, que vous ne conseillerez jamais, mais c'est bon de savoir qu'il existe des produits qui s'ajoutent à la liste que vous avez déjà sous les yeux. Vous avez au contraire la diarrhée. Eh bien, la diarrhée, elle est infectieuse, bien sûr, donc l'intérêt de donner un anti-infectieux à action générale, comme les différentes huiles essentielles citées, est important. Et deuxièmement, parce qu'il y a la diarrhée, il y a, quand on le voit au microscope, les muqueuses sont très dilatées, il y a effectivement une hypersécrétion, vous avez une congestion du tube digestif. Eh bien, ça doit évoquer chez vous l'intérêt des astringents qui resserrent, et la busserole, la pâquerette, le mélilo sont des produits que vous pourrez introduire en thérapeutique. Et rappelez-vous combien le tableau qui fait partie de la vidéo est important pour organiser les prises d'une façon bien correcte et régulière. Dans une histoire digestive, ça ne vous empêche pas, mais ça ne fait pas partie de notre cours, de mettre en route des mesures diététiques et d'expliquer aux gens qu'il faut manger moins vite et qu'il ne faut pas mélanger n'importe quoi et que certaines précautions diététiques sont utiles. C'est toute une partie complémentaire à apprendre à partir du moment où on a décidé de prendre en charge un certain nombre de personnes avec un certain amour de l'autre. Hein. En gynécologie, alors là, votre champ d'action est très très important. Très important. Je voulais dire soigner une femme est très compliqué puisqu'il faut agir à différents niveaux. Donc au niveau psychologique, très souvent, parce que la vie est difficile, la femme a des stress. Donc les sédatifs font partie presque d'une prescription quotidienne, première chose. Deuxièmement, eh bien sûr, les ovaires et un fonctionnement amélioré de la circulation générale. Alors, circulation générale, amamélis, marronnier, noisetier ou noyer, nous avons vu tout à l'heure, c'est une première chose. Et deuxièmement, agir directement sur la sphère cerveau-ovaire ou hypophyse-ovaire par des produits ou des herbes que je ne vous avais pas encore cités mais que je réservais à maintenant, c'est les héménagogues, ça s'écrit avec 2 M, c'est-à-dire des substances qui contiennent comme des hormones, hein, ça s'appelle des phyto-PHY, des phytohormones, et qui ont comme action d'intervenir là où l'ovaire ne fait pas bien son travail. C'est-à-dire qu'une plante ne sera jamais, quand elle est donnée aux doses que nous avons conseillées, ne sera jamais agressive, mais au contraire sera régulatrice, c'est ce que vous attendez. Donc, qu'est-ce qu'est une plante héménagogue? Eh bien, il y en a un certain nombre, vous les connaissez peut-être comme ça pour les avoir entendus, c'est l'armoise, la sauge, le souci, le safran, la matricaire
Et c'est avec ces produits-là que vous pouvez parfaitement organiser la vie cyclique d'une femme en donnant des gélules articulées sur les moments du cycle. C'est un petit problème qui vous oblige à réfléchir, puisque dans la première partie du cycle, c'est surtout circulatoire. Dans la deuxième partie du cycle, c'est surtout héménagogue. Le phytothérapeute peut également intervenir dans les affections de la peau et il sera particulièrement à l'aise dans l'acné, dans les irritations cutanées, dans les petites infections cutanées, parce qu'il se servira de plantes qui ont une action topique, c'est-à-dire une action locale et une action cicatrisante. Alors, je vous en cite quelques-unes que vous connaissez sans doute. C'est la carotte, le chou, la ronce, le buis et même la pomme de terre que vous pouvez faire préparer sous forme de crème ou sous forme simplement de décoction que vous laissez refroidir et que vous mettez sur des compresses que vous appliquez sur les régions qui en ont besoin. C'est un traitement doux. C'est un traitement qui régénère l'épithélium, c'est un traitement qui indirectement introduit dans l'épithélium quelquefois un petit peu d'huile essentielle qui continue à garder son action même après que le traitement soit terminé et que la patiente ou le patient vous ait quitté. Je vous donne encore quelques produits cicatrisants pour que votre liste soit la plus complète possible. Je vous rappelle cependant que c'est à l'intérieur de ce livre que vous aurez un maximum d'arguments pour fignoler votre travail, donc le que sais-je dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le plantain, le peuplier, le cerfeuil et le chêne ont des propriétés topiques et cicatrisantes. Alors, il y a un mot compliqué qui est vulnéraire, qui est un mot des phytothérapeutes, et vos peaux, à ce moment-là, seront agréables à regarder et de bonne qualité. Nous arrivons à un moment difficile de notre exposé, c'est les plantes dans les rhumatismes. Les rhumatismes, nous n'avons pas trouvé en phytothérapie le moyen de bloquer le processus dégénératif de l'arthrose, mais les anti-inflammatoires à base de plantes, les traitements de terrain à base de plantes qui viennent surtout empêcher que des infections s'installent à l'intérieur de notre organisme et infections qui secondairement viennent irriter les articulations, eh bien, nous avons le moyen d'intervenir sur cette partie-là de notre corps. Comment fait-on? Premièrement, fabriquer des crèmes à action locale, donc avec les astringents et anti-inflammatoires que nous avons cités tout à l'heure, en utilisant la formule que nous avons montrée. Deuxièmement, donner par la bouche, alors surtout de la reine des prés ou de l'arpagophytum avec un H, avec un Y, arpagophytum, qui sont les deux produits principaux que les rhumatologues à action phytothérapique savent utiliser. Et c'est de cette façon-là, avec un traitement long, que vous réussirez à stabiliser des poussées arthrosiques et à faire que les gens aillent bien. N'oubliez pas que dans l'ostéoporose, vous avez besoin d'apporter du calcaire, des oligo-éléments et des vitamines. Vous avez à votre disposition de la prêle, qui est actuellement le médicament le plus prescrit dans le monde dans ce domaine-là, dès qu'on a décidé de ne pas choisir les médicaments allopathiques. Enfin, nous terminons par la spasmophilie, les angoisses, les anxiétés, les déprimes. Pour toutes ces façons de vivre, la phytothérapie est prête à agir et cette action se fera avec les sédatifs que nous avons cités tout à l'heure, avec certains toniques que nous avons également cités tout à l'heure et je ne voudrais pas le redire. Et surtout, alors là, c'est la notion nouvelle que je veux que vous gardiez en terminant cette vidéo, avec les antioxydants, c'est-à-dire les produits qui vous empêchent de vieillir. À partir du moment où
Ayant calmé un cerveau, vous l'empêchez de s'abîmer et vous l'empêchez de continuer à se dégénérer un tout petit peu. C'est-à-dire que puisque vous n'êtes pas bien, certaines cellules nerveuses meurent. Eh bien, si vous empêchez ça en donnant de la capucine, du cresson ou de la pensée sauvage, en plus de ce que vous donnez par ailleurs, eh bien, vous restez en forme et vous êtes quelqu'un d'équilibré qui, devant un stress moyen, est capable de répondre de façon correcte. Je vous remercie de votre attention. Voilà ce qu'aujourd'hui je voulais vous apprendre en phytothérapie et en aromathérapie.